Il y a quelques mois, je me suis retrouvé face à un homme qui, pour moi, incarnait l'histoire. Un ancien diplomate, le visage buriné par des décennies de négociations secrètes et de crises évitées de justesse. Nous étions entourés de livres anciens, l'odeur du cuir et du papier emplissait l'air. Je lui parlais de mes craintes, de cette tension palpable en Europe, de cette impression que nous étions au bord d'une nouvelle guerre mondiale. Il a eu un sourire énigmatique, presque triste, et a secoué la tête. « Vous regardez au mauvais endroit », m'a-t-il dit d'une voix rauque. « Vous attendez une explosion, un événement. Mais la véritable guerre a déjà commencé, et elle ne fait aucun bruit. » Intrigué, je l'ai pressé de questions. Il a alors pris un vieux livre sur la guerre du Péloponnèse. « Les gens connaissent deux types de conflits », a-t-il expliqué. La guerre chaude, brutale et rapide, comme une invasion, et la guerre froide, une lutte d'influence et de dissuasion. Mais ils oublient la troisième forme, la plus insidieuse, la plus destructrice. Il a posé son doigt sur une page. Celle que les stratèges appellent la guerre gelée. Et ce n'est pas une trêve, jeune homme, c'est un siège. Un siège mené non pas contre des murailles, mais contre les fondations même d'une civilisation. Son regard s'est perdu dans le vague, comme s'il revoyait des fantômes. Une guerre gelée, a-t-il poursuivi, n'a pas pour but de vaincre l'ennemi sur le champ de bataille. Elle vise à le vider de sa substance, à le faire pourrir de l'intérieur. Elle attaque son économie jusqu'à l'hémorragie. Elle divise ses élites et son peuple jusqu'à la guerre civile. Et surtout, elle endort sa vigilance par une fausse impression de calme, une anesthésie collective, jusqu'à ce que la société, affaiblie et divisée, s'effondre d'elle-même au moindre choc. C'est une guerre d'épuisement, où le temps est l'arme principale. Il m'a alors raconté l'histoire méconnue de conflits oubliés, de civilisations qui ne sont pas tombées sous les coups de boutoir d'une armée d'invasion, mais qui se sont éteintes lentement, minées par des décennies de crises internes, de divisions politiques et de paralysie économique, souvent orchestrées par un rival patient. Des guerres qui ne figurent pas dans les grands manuels d'histoire parce qu'elles n'ont jamais eu de déclaration officielle ni de traité de paix. Elles se sont simplement terminées par un effondrement silencieux, laissant les historiens perplexes des siècles plus tard. En quittant cet homme ce soir-là, une question terrifiante tournait en boucle dans mon esprit. Et si c'était ça? Et si cette paix tendue en Europe, cette absence de grande escalade en Ukraine, n'était pas un signe d'espoir, mais le symptôme le plus alarmant de cette guerre gelée? Et si, pendant que nous attendons une alerte sur nos téléphones, notre continent était déjà assiégé, en train d'être méthodiquement détruit de l'intérieur? Cette conversation a été le point de départ d'une longue enquête. Et ce que j'ai découvert est bien plus effrayant que n'importe quel missile. Cette quête de la vérité m'a plongé dans des archives, des rapports stratégiques et des conversations avec des gens qui, comme ce vieux diplomate, lisent entre les lignes des actualités. J'ai compris que la guerre gelée n'est pas une théorie, c'est une doctrine, une stratégie documentée qui se déroule en plusieurs actes, et dont l'Europe est aujourd'hui le théâtre principal. L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un continent au bord du précipice, non pas à cause d'une menace extérieure visible, mais à cause d'un mal intérieur, un cancer stratégique qui ronge ses trois piliers vitaux, son économie, son unité politique et sa force mentale. Je vais vous montrer comment chaque jour cette guerre invisible nous affaiblit, comment elle utilise notre soif de normalité contre nous, et comment elle prépare le terrain pour un effondrement qui, lorsqu'il surviendra, semblera soudain et imprévisible, alors qu'il aura été planifié depuis des années. Ce n'est pas une histoire pour vous faire peur, c'est une histoire pour vous réveiller. Car la première étape pour survivre à un siège, c'est de comprendre que l'on est assiégé. Avant de vous ouvrir mes carnets de recherche, si cette quête de vérité résonne en vous, si vous sentez aussi que les pièces du puzzle ne s'emboîtent pas, montrez-le-moi en cliquant sur « J'aime ». Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines chroniques, car ce que nous allons découvrir ensemble est essentiel. Et dites-moi dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous m'écoutez ce soir. Je suis curieux de voir jusqu'où cette histoire... Ma première piste, la plus évidente, m'a mené là où toutes les guerres, visibles ou invisibles, laissent des traces, l'argent. J'ai commencé à éplucher les budgets, les rapports sur la dette publique et les analyses économiques de ces dernières années. Et ce que j'ai vu n'était pas une crise, mais une hémorragie. Une sortie de ressources financières si massive et si continue qu'elle ne pouvait être accidentelle. Chaque mois, des milliards d'euros quittent les coffres de l'Europe pour financer l'effort de guerre en Ukraine. Officiellement, c'est le prix de la défense de la démocratie. Mais dans la logique d'une guerre gelée, c'est bien plus que ça.
C'est l'arme parfaite pour saigner à blanc un adversaire sans tirer un seul coup de feu sur son sol. J'ai alors compris que l'inflation que nous subissons n'est pas qu'une conséquence malheureuse. C'est un objectif stratégique. Le coût de votre plein d'essence, la flambée de vos factures d'électricité, le prix de votre caddie, tout cela est le résultat direct de cette instabilité permanente et entretenue. C'est une taxe de guerre non déclarée, payée par chaque citoyen européen. Cette pression constante sur le pouvoir d'achat n'est pas conçue pour durer quelques mois. Elle est conçue pour durer des années, pour éroder lentement le tissu social, pour monter les populations contre leur gouvernement et pour rendre nos sociétés de plus en plus instables. Pendant que nous nous vidons de nos forces, j'ai découvert que nos rivaux, eux, ont basculé leur économie en mode longue durée. Ils ne sprintent pas, ils courent un marathon. Ils ont adapté leur chaîne de production, renforcé leurs alliances économiques alternatives et se préparent à un monde où l'Occident sera durablement affaibli. Ils savent que la puissance militaire repose sur la puissance économique. En nous forçant à une dépense perpétuelle, ils ne font pas que nous affaiblir. Ils se renforcent par contraste. Cette stratégie est d'une efficacité redoutable, car elle est invisible pour la plupart. Il n'y a pas de bombardement, juste des chiffres dans des rapports économiques que personne ne lit. Il n'y a pas de destruction, juste une lente dégradation de notre niveau de vie, que l'on met sur le compte de la crise. On nous dit que c'est temporaire, que nous devons être résilients. Mais la résilience a une limite, l'épuisement. Et c'est précisément cet épuisement qui est recherché. En suivant les flux financiers, j'ai eu la confirmation de ce que le vieux diplomate m'avait dit. La première phase du siège était en place. Il ne s'agissait pas de prendre nos villes, mais de vider nos coffres, de nous rendre si pauvres et si fatigués que nous n'aurions plus la force de nous battre lorsque la véritable attaque surviendrait. L'hémorragie avait commencé, et la plupart d'entre nous ne sentions même pas la blessure. Une fois l'ampleur du siège économique comprise, je savais où chercher la suite. Une société affaiblie financièrement devient une proie facile pour le deuxième poison de la guerre gelée, la division. Mon enquête m'a alors éloigné des rapports financiers pour me plonger dans les discours politiques, les dynamiques sociales et les tensions qui parcourent notre continent. Et là encore, le schéma était d'une clarté terrifiante. Je me suis souvenu des images du début du conflit, les drapeaux européens et ukrainiens brandis ensemble, les discours enflammés sur l'unité sans faille de l'Occident. C'était notre plus grande force, et nos adversaires le savaient. C'est pourquoi ils ont décidé d'en faire notre plus grande faiblesse. Une guerre qui s'éternise est l'outil parfait pour dissoudre l'unité. J'ai vu comment, mois après mois, la fatigue de la guerre n'était pas un simple sentiment populaire, mais une arme, activement encouragée et exploitée. Des campagnes de désinformation sophistiquées ont commencé à inonder les réseaux sociaux, posant des questions insidieuses. Pourquoi notre argent part-il à l'étranger alors que nous souffrons ici? Cette guerre est-elle vraiment la nôtre? Non. Ces questions, légitimes en apparence, sont conçues pour fracturer le consensus, pour transformer la solidarité en ressentiment. J'ai ensuite analysé les fissures au plus haut niveau. L'Europe est un puzzle complexe, et la guerre gelée est conçue pour faire sauter les pièces. J'ai vu la France, avec son ambition d'une autonomie stratégique, se retrouver de plus en plus isolée, suspectée par ses partenaires de l'Est qui, terrifiés, se jettent dans les bras de l'OTAN. J'ai vu l'Allemagne, moteur économique du continent, paralysée par ses propres contradictions, tiraillée entre ses intérêts industriels et ses obligations atlantiques. J'ai vu la montée en puissance de gouvernements populistes qui font de la rupture avec le système leur fonds de commerce, affaiblissant de l'intérieur les institutions mêmes qui garantissent notre sécurité collective. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. En maintenant une menace constante mais diffuse à nos frontières, nos rivaux forcent l'Europe à un débat existentiel permanent pour lequel elle n'est pas prête. Sommes-nous une alliance militaire? Une fédération politique? Un simple marché commun? Ces questions, qui auraient dû être résolues en temps de paix, deviennent des sources de paralysie en temps de crise. La guerre gelée nous empêche d'avancer en nous forçant à constamment regarder en arrière, à questionner nos propres fondations. En observant ce chaos politique, j'ai compris la deuxième phase du siège. Après avoir affaibli notre corps économique, on s'attaquait à notre système nerveux politique. Le but n'est pas de nous envahir, mais de nous rendre incapables de prendre la moindre décision cohérente, de nous transformer en une assemblée de 27 nations criant dans des directions différentes,
paralysés par nos propres divisions, pendant que les murs se resserrent. Le poison de la discorde se répandait, et nous étions en train de le boire volontairement. J'avais maintenant les 2 premières pièces du puzzle, un corps économique affaibli et un système politique fracturé. Mais il me manquait l'élément le plus important, celui qui permet au siège de durer sans provoquer de révolte, le consentement de la population. C'est là que mon enquête a pris une tournure plus sombre, car j'ai réalisé que l'arme la plus puissante de la guerre gelée n'était pas dirigée contre nos banques ou nos gouvernements, mais contre nos esprits. L'objectif ? Une anesthésie générale, un endormissement collectif. Je me suis mis à analyser le flux d'informations, le cycle des médias. Au début, la guerre était partout, 24h24. Chaque alerte, chaque bombardement faisait la une. Puis, lentement, insidieusement, la couverture a diminué. Les grandes batailles se sont transformées en tensions sur la ligne de front. Les crises sont devenues la nouvelle normalité. La guerre a quitté les gros titres pour devenir un simple bandeau défilant en bas de l'écran. Ce n'est pas que les journalistes sont devenus paresseux. C'est que la nature humaine ne peut pas supporter un état d'alerte permanent. Et les stratèges de la guerre gelée le savent. Cette fausse accalmie est un piège psychologique mortel. Parce que nos cerveaux sont programmés pour réagir aux menaces soudaines et visibles, nous interprétons l'absence de drame comme une absence de danger. Nous baissons la garde. La préparation, la vigilance, qui semblaient si essentielles au début, commencent à paraître excessives, voire paranoïaques. Nous retournons à nos vies, soulagés que le pire soit passé, sans comprendre que le pire est peut-être en train de se construire, précisément grâce à notre inattention. C'est pendant cette anesthésie que les véritables opérations clandestines s'accélèrent. J'ai découvert des rapports alarmants sur l'intensification des cyberattaques contre nos infrastructures les plus vitales. Des attaques qui ne visent pas à tout détruire d'un coup, mais à tester, à cartographier nos faiblesses. Des tentatives d'intrusion dans les réseaux électriques, les systèmes de distribution d'eau, les hôpitaux, les transports. Chaque test réussi est une bombe à retardement placée au cœur de notre société, prête à être activée au moment choisi. Pire encore, cette anesthésie nous rend vulnérables à la manipulation mentale. La désinformation n'est plus seulement de la propagande grossière, elle est devenue chirurgicale. Des algorithmes ciblent nos peurs, nos frustrations, pour amplifier les divisions que j'évoquais au chapitre précédent. Ils créent des bulles de réalité où chacun est convaincu de détenir la vérité, rendant tout débat constructif impossible. Nous sommes endormis, mais notre subconscient est bombardé en permanence. J'ai alors compris, la 3e et peut-être la plus terrible phase du siège. Après nous avoir affaiblis et divisés, on nous endort. On nous administre une dose quotidienne de distraction et de fausse normalité pour que nous ne voyions pas les préparatifs de l'assaut final. C'est une stratégie de patience diabolique. On attend que nous soyons si profondément endormis que nous ne nous réveillerons même pas lorsque le coup de grâce sera porté. Mon enquête ne pouvait pas s'arrêter au concept stratégique. Je devais voir la réalité du terrain. Je me suis donc tourné vers ceux qui ne dorment jamais, les militaires. J'ai lu leurs revues spécialisées, j'ai analysé les images satellites des mouvements de troupes et, de manière informelle, j'ai pu échanger avec des soldats revenus du front de l'Est. Et le contraste entre le calme anesthésié de nos sociétés et la tension électrique qui règne aux frontières de l'Europe m'a glacé le sang. Là-bas, personne ne parle de guerre gelée. Ils parlent d'une guerre d'usure, d'une boucherie technologique où chaque jour est une lutte pour la survie. J'ai découvert un champ de bataille transformé. Ce ne sont plus seulement des duels d'artillerie. C'est une guerre de drones omniprésents, une guerre électronique où le brouillage et le piratage sont aussi mortels qu'un obus. Les soldats m'ont décrit un état de tension permanent, sachant que le moindre mouvement est observé, la moindre communication interceptée. Le gel n'est qu'une illusion médiatique. En réalité, le front est un chaudron qui bout à feu doux, prêt à déborder à la moindre erreur de calcul. Pendant ce temps, de notre côté de la frontière, j'ai observé une activité qui contredit totalement le discours public apaisant. J'ai suivi les exercices de l'OTAN, de plus en plus massifs, de plus en plus complexes. On ne simule plus la défense. On simule le déploiement rapide de dizaines de milliers d'hommes pour un conflit de haute intensité. J'ai noté le repositionnement discret mais continu d'armement, la construction de nouvelles infrastructures logistiques. Nos armées ne se préparent pas à maintenir la paix. Elles se préparent à une guerre totale.
Et au milieu de ce jeu d'échecs, j'ai vu la position unique et terriblement complexe de la France. Seule puissance nucléaire de l'Union, elle porte sur ses épaules une responsabilité immense. Mais elle est aussi une puissance aux ressources limitées, engagée sur d'autres fronts, notamment en Afrique où son influence est contestée et où des crises peuvent éclater à tout moment, détournant une attention et des moyens précieux. Cette dispersion stratégique est une vulnérabilité que nos adversaires connaissent et exploitent. Ce chapitre de mon enquête m'a révélé une vérité dérangeante. Il y a deux Europes. L'Europe civile, anesthésiée, qui croit que le danger est lointain et contrôlé. Et l'Europe militaire, les sentinelles sur le mur, qui voient la tempête arriver et qui se préparent en silence à un impact qu'ils jugent inévitable. Ce décalage est peut-être le plus grand danger de tous, car une armée, aussi préparée soit-elle, ne peut pas défendre une nation qui refuse de voir qu'elle est en guerre. Au terme de mon voyage à travers les chiffres, les discours, la psychologie collective et les manœuvres militaires, toutes les pièces du puzzle se sont finalement assemblées. L'hémorragie économique, le poison de la discorde, l'anesthésie générale et la tension aux frontières n'étaient pas des crises séparées que nous subissions au hasard. J'avais sous les yeux la mécanique complète d'une seule et même machine. Une machine de siège conçue pour amener l'Europe, lentement mais sûrement, à son point de rupture. J'ai alors cherché à comprendre à quoi pourrait ressembler ce point de rupture. Et ce que j'ai trouvé a balayé toutes mes idées préconçues sur la guerre moderne. Le but de la guerre gelée n'est pas de finir par une invasion massive. C'est trop risqué, trop coûteux. Le but est de nous affaiblir à un tel point qu'un simple choc externe, relativement mineur, suffise à provoquer un effondrement systémique complet. C'est la stratégie du château de cartes. On retire les cartes une par une, patiemment, jusqu'à ce que la structure entière s'écroule au moindre courant d'air. Ce choc, quel pourrait-il être? Mon analyse m'a conduit vers un scénario terrifiant de réalisme. Une crise multiple et synchronisée. Imaginez un hiver particulièrement froid. Une cyberattaque ciblée paralyse une partie du réseau électrique européen, provoquant un blackout de plusieurs jours. Au même moment, une crise financière éclate, déclenchée par la faillite d'une banque fragilisée par la récession. Simultanément, des troubles sociaux, alimentés par des mois de frustration économique et de désinformation, éclatent dans plusieurs grandes villes. Aucun de ces événements, pris isolément, ne ressemble à une déclaration de guerre. Mais leur convergence créerait un chaos total. C'est là que j'ai fait la découverte la plus troublante. En étudiant les plans de gestion de crise de notre propre gouvernement, comme le plan Orsec, Organisation de la réponse de sécurité civile, j'ai réalisé que nos dirigeants connaissent parfaitement ce risque. Ces plans ne sont pas conçus pour un tremblement de terre ou une inondation. Ils sont conçus pour un effondrement de la continuité nationale. Ils prévoient de la gestion de pannes généralisées, de ruptures d'approvisionnement, de troubles civils. L'État se prépare en silence à la conséquence logique de la guerre gelée. J'ai enfin compris la finalité du siège. Il ne s'agit pas de nous détruire, mais de nous pousser à nous détruire nous-mêmes. De créer les conditions d'un chaos si profond que nos sociétés démocratiques, fracturées et épuisées, s'effondreraient d'elles-mêmes. La guerre gelée est l'art de gagner une guerre sans jamais avoir à la déclarer. Le point de rupture n'est pas un événement futur. C'est une condition que l'on prépare méticuleusement, jour après jour. L'histoire que je vous ai racontée ce soir n'est pas une fiction. C'est une chronique des temps présents, une lecture des signaux faibles que les gros titres ignorent. La troisième guerre mondiale que nous craignons ne se déroulera peut-être pas avec des champignons atomiques, mais avec des sociétés qui s'éteignent, des lumières qui vacillent et des liens qui se brisent. C'est une guerre de système, une guerre de patience, une guerre contre notre résilience. Et elle est déjà là. Ce que le vieux diplomate m'a appris, ce n'est pas à avoir peur, c'est à regarder au bon endroit. Le plus grand danger n'est pas la menace elle-même, mais notre incapacité à la nommer, à la voir pour ce qu'elle est. Nous ne sommes pas impuissants, mais notre première arme, la plus essentielle, est la lucidité. L'alerte a déjà été donnée, non pas par des sirènes, mais par les faits. Le premier acte de défense n'est pas de courir aux abris, mais de s'éveiller, de refuser l'anesthésie, de comprendre la nature du siège pour, enfin, commencer à organiser la résistance. L'histoire ne nous attendra pas. Elle s'écrit maintenant, dans notre vigilance ou dans notre sommeil, à être entendue.